comme on a dit, neurodégénératif. Et donc, le BCL2 est clair en été régulateur pour le cellulaire. Et sur ce critère, on peut utiliser les protéines BCL2 dans deux catégories. À savoir les protéines BCL2-like, qui font partie de ce groupe des anti-apoptotiques, c'est-à-dire que les protéines qui sont capables de bloquer l'apoptose, et les protéines pro-apoptotiques dans lesquelles on retrouve des BAS-like et des H3. Alors, les effets principaux de BCL2, en ce qui concerne l'apoptose, s'effectuent au niveau de la mitochondrie. Comme vous savez, la mitochondrie est un organisme qui participe dans le métabolisme cellulaire, mais c'est également un lourd stockage des facteurs apoptogènes. Et donc, suite à un stress cellulaire, la mitochondrie peut perdre son intégrité mitochondrienne, qui va conduire à un chute de potentiel transmitochondrienne, une fragmentation de la mitochondrie et également une sortie de cytochrome. Parmi d'autres facteurs apoptogènes qui vont participer à la formation d'un complexe multiprotéique, APA-apoptosome, l'activation des protéases intracellulaires en numérique espace dans le deuxième potentiel caspase 3. Ces caspases-là vont cliver des substrats clés pour la cellule et donc ils vont conduire de mort de la cellule. À noter plusieurs inhibiteurs capables de moduler l'activité, de bloquer l'activité des caspases, comme par exemple l'inhibiteur pharmacologique Zivad ou encore la protéine virale P35. Et donc, les BCL2 jouent un rôle de juge dans la prise de décision pour que la cellule va décider de se relever ou mourir. Et donc, les BAX-like vont induire la thermodynamisation de la membrane externe, tandis que les BCL2-like vont inhiber l'activité de ces protéines. A l'inverse, les protéines BH3 ont un effet pro-apoptotique, à savoir qu'ils vont à la fois bloquer le BCL2-like et activer le BAX-like. Alors, les BCL2 sont non seulement retrouvés au niveau de la mitochondrie, mais également dans le réticulum endoplasmique. Alors, en effet, ces deux organelles ont une toxicité très importante dans les cellules et ils sont même liés de façon physique. Physiologiquement, ces deux organismes participent dans les échanges calciques, à savoir que le réticulum endoplasmique et les mitochondries sont deux réservoirs importants pour des ions calcium. Et donc, dans les conditions physiologiques, les ions calcium vont circuler du réticulum endoplasmique à travers le canal calcique IP3 récepteur, vont se retrouver dans l'espace, dans le cytosol. Donc, soit ils vont activer d'autres processus intracellulaires, comme le second messager, ou bien ils vont entrer dans la mitochondrie à travers le canal LIDAC, et ensuite dans la matrice mitochondriale à travers le uniporteur classique insuline. Ensuite, ces ions-là peuvent sortir dans le cytosol et retourner dans le réticulum grâce à la pompe circulaire. Et donc, le calcium, c'est un second messager qui est extrêmement important pour de nombreux processus, à savoir la contraction musculaire, transmission nerveuse, expression génétique, remontage de cytosquelette, différenciation cellulaire, ou encore l'élément cellulaire. Et cette liste-là n'a pas existé. Alors, dans le cas de la mort cellulaire, il y a une sortie brusque et importante des ions calciques du réticulum endoplasmique vont provoquer un surcharge calcique dans la mitochondrie et, in fine, va provoquer la sortie de cytochrome C dans le cytosol et donc l'activation des espaces éléments cellulaires. Alors, les BCL2 sont capables donc de réguler ce processus-là à travers des interactions sur plusieurs canaux et pompes, à savoir le BCLK, IP3 récepteur, encore LIDAC. Néanmoins, la majorité des études sur le BCL2 portent sur la régulation de la mort cellulaire et on a très peu de données quant à la régulation de la BCL2 dans les autres processus qu'elles sont dépendants. Alors, actuellement, on sait que le BCL2 participe donc non seulement dans la régulation de l'apoptose, l'homéostasie calcique, mais également dans plein d'autres processus. Et je dirais, malgré 25 ans d'études sur les protéines BCL2, on connaît très peu les mécanismes moléculaires sous-jacents. Donc, il a un intérêt pour réaliser des études dans ce domaine. Alors, au cours de ma thèse, moi, je me suis intéressé sur le gène NR13, qui est un homologue de la famille BCL2, initialement découvert en 1995 par le professeur Gérard Gillet. Et c'est un gène qui est exprimé uniquement chez l'être humain. Alors, le gène NR13 code pour une protéine qui a 4 domaines de GBH, et donc c'est une protéine anti-apoptotique. Et également en noté le domaine transpondémentaire de l'OPC terminal.
Alors, moi, je vais me focaliser plus particulièrement sur l'orthologue de NR13 chez le poisson zèbre qui est nommé NR13. Alors, le gène NR13 a la particularité d'être exprimé uniquement au cours du développement embryonnaire. Ici, par des hybridisations in situ, chez le poulet, le poisson zèbre, ou encore chez l'homme. Et donc, de l'intérêt de trouver un modèle qui est très intéressant pour le développement et qu'on puisse réaliser des expériences. Alors, le poisson zèbre présente plusieurs avantages pour l'étude de développement, à savoir un développement rapide extramaternel, transparence du corps, qui permet d'avoir accès à tous les organes internes, et également des stratégies d'organisation d'expression des gènes. En fait, c'est des stratégies knockdown qui consistent à injecter au stade du cellule des oligonucléotides antisens qui sont chimiquement modifiés, qui sont rendus résistants au traitement des gaz. Donc, ils peuvent être maintenus dans les cellules jusqu'aux 72 heures. Et donc, ces oligonucléotides vont se lier sur un ARN messager lequel est l'expression d'un gène. Et donc, on peut étudier la fonction de ce gène. On peut également injecter d'autres molécules, telles que des ARN messagers, et donc se exprimer un gène quelconque et voir observer les effets de cette injection. Alors, maintenant, je suis un peu désolé, mais je suis obligé de faire une petite introduction sur le modèle de poisson zèbre afin que je puisse passer sur le résultat. Donc, ça peut être un peu relatif. Mais donc, les premiers requêtes de développement embryonnaire de poisson zèbre se présentent de cette manière, de plusieurs étapes. À savoir que dans tout début de stade de cellule, on a donc, les cellules qui se positionnent dans ce qu'on appelle le pôle animal de l'embryon. De l'autre côté, on a un réservoir riche à des nutriments nommés vitulus. Et durant les 10 premières divisions, qui sont synchrones et assez rapides, on va obtenir donc, au niveau de stade sphère une masse cellulaire plus ou moins organisée, qui se positionne toujours sur le vitulus, dans lequel on peut distinguer trois types cellulaires, la couche enveloppante, la couche profonde, et également une troisième couche, qui va nous intéresser un peu plus particulièrement aujourd'hui, qui est la couche céciale-lectine, et qui résulte de la fusion des blastomères marginaux avec le vitulus. Et donc la fusion de ces cellules-là vont induire donc, le relagage des composants cellulaires à cet endroit-là et vont former un CCR. Alors un peu plus tard, donc, juste après le stade sphère, débute le premier moment morphogène. Ce moment s'appelle l'ébullie. Donc l'ébullie, c'est tout simplement la migration des cellules du pôle animal vers le pôle végétatif, dont le but c'est d'envelopper l'embryon. Et vers 75% d'ébullie, on a les cellules au niveau des marches qui vont se resserrer pour former ce bouchon. À stade Schiff débute un autre moment morphogène qui est donc l'homogénéation des cellules et leur migration vers le pôle animal dans le but de former les trois couches cellulaires, à savoir l'ectoderme, le mesoderme et l'endoderme. Plus tard encore, la 75% débute un troisième moment qui s'appelle convergence extension, et comme son nom l'indique, en fait, il s'agit des cellules qui vont converger du pôle ventral vers le côté dorsal, ils vont s'aligner dans un axe ventre-dorsal, et donc vont migrer vers le côté dorsal, et ensuite vont subir également un mouvement d'extension, donc vers le pôle animal et vers le pôle végétatif, pour former la tête, le tronc et avec la formation de notre corde qui va donc nous intéresser également au cours de cette présentation. Alors, les moteurs de ces deux mouvements, donc les pubili et les projets associations, en fait, il y a des moteurs moléculaires qui sont indispensables pour que ces mouvements se passent. En fait, en ce qui concerne le pubili, la migration des cellules est passive, en fait, elle s'effectue par les moteurs moléculaires qui se retrouvent dans la couche céciale vitellule, à savoir en résonance des microtubules parallèles qui vont tirer les cellules vers le pôle végétatif, l'anneau d'actinomyosine qui va se former tardivement au cours des cours pour permettre la fermeture du bouchon vitellin, et également de l'actine corticale qui se retrouve dans le pôle végétatif et qui maintient l'intégrité de la membrane. Ça, l'embryon est fait à peu près 700 cm, donc cette membrane est extrêmement fragile. Donc l'actine corticale va permettre de solidifier un petit peu tout ça.
A l'inverse, le tournage à station se fait par des moteurs, je dirais, intracellulaires, c'est-à-dire que les cellules, tous les changements au niveau du cytosquelette que ces cellules vont subir se fait effectivement par des voies moléculaires qui vont moduler un peu le rangement du cytosquelette et donc vont permettre aux cellules de migrer. Donc c'est un mouvement actif. Alors, au début de ma thèse, j'ai commencé par caractériser au mieux l'expression de gène NRZ et l'évaluation de la protéine. Pour ça, on a réalisé des expériences d'évaluation in situ, comme nous pouvons le voir ici. Le gène NRZ est exprimé dans le cours de développement précoce, je parle aujourd'hui, donc il se situe que dans les couches ciliaires vitellines. Et donc la protéine, lorsqu'on réalise des purifications de cette couche ciliaire vitellines, on purifie le mitochondrie et le réticulum plasmique, on remarque que la protéine NRZ est localisée à la fois dans la portion microbielle et dans la portion réticulaire, et le niveau de la protéine NRZ augmente au cours de développement embryonnaire. Donc NRZ est une protéine qui se localise dans les couches ciliaires vitellines au niveau des membranes réticulaires et des membranes mitochondriales. Alors, qu'en est-il lorsqu'on bloque l'expression du gène NRZ? Donc, pour ça, on injecte un fluide spécifique. Et ce qu'on peut remarquer, c'est en fait un resserrement au niveau de l'équateur dans ces embryons-là, au cours du développement, vers 50% du qui va aller jusqu'au éclatement de la membrane vitéline, donc rupture de cette membrane, et une séparation des cellules de l'utérus, et donc la mort de l'embryon. Donc c'est un phénotype létal. Alors, NRZ, c'est un gène qui fait partie de la famille BC2 et donc capable de réguler l'apoptose. Tout naturellement, on a regardé si ce phénotype-là n'est pas dû à une activation des caspars. Alors, pour ça, on a réalisé des expériences, deux types d'expériences. La première partie, c'était des immunofluorescences sur des embryons invalidés pour l'expression de NRZ, donc avec un anticorps qui marque uniquement les caspases proactives. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on n'a pas une activation de la caspase. Donc, comparé aux embryons contrôle positif dans lesquels on exprime le petit axe, qui est un embryon de la mort cellulaire. Une deuxième expérience, c'était d'injecter la protéine du baculovirus, donc la protéine B35, qui est capable de se lier de façon covalente sur la caspase 3 et donc d'inhiber son activité. Ce qu'on peut voir, c'est que l'expression de B35 n'a aucun effet sur la mortalité précoce. Donc, en fait, le phénotype que nous observons n'est pas dû à une activation excessive de la caspase 3. Donc, on est allé un peu plus loin, on a regardé d'autres marqueurs de la mort cellulaire, à savoir la perte du potentiel transmembranaire ou encore la sortie du squamcell. Alors, on était surpris de constater que lorsqu'on regarde le potentiel transmembranaire avec une sonde spécifique qui est le méthode Lager, on voit effectivement une forte diminution de potentiel transmembranaire au niveau de la couche ciliaire vitelline, un peu moins au niveau des cellules, mais surtout au niveau de la couche ciliaire vitelline, comparé au contrôle, et également une sortie de squamcell. Donc là, on était un peu surpris parce qu'on avait des phénotypes qui ont été précoces au niveau de la mort, à savoir une perte de potentiel transmembranaire et le squamcell, mais on n'avait pas de l'activation de l'espace. Et donc, pour avoir un peu plus clair, on a émis l'hypothèse que finalement l'utilisation double de NRZ doit avoir un côté physiologique et donc on a décidé d'explorer un peu plus en détail cette utilisation de NRZ. Donc pour ça on a créé des mutants de la protéine NRZ. Donc on a créé un mutant qui n'est pas là mais qui est donc délété de son domaine transmembranaire, donc qui est incapable de se localiser dans les membranes. Un mutant NRZ65 dans lequel le domaine transmembranaire est placé avec un domaine transmembranaire de la protéine 65, donc qui permet l'ancrage uniquement au niveau de la réticulum ou encore le domaine transmembranaire de la protéine B, qui permet une localisation unique au niveau de la mitochondrie. Et donc on a regardé un peu. Déjà, en première étape, c'est de confirmer l'utilisation de ce mutant ici le haut et par des renseignements subcellulaires. Et on a regardé un peu les effets de ces mutants-là par les capacités de ces mutants-là pour augmenter l'imbrication de NRZ endogène. Alors, lorsqu'on regarde le potentiel transmembranaire et la sortie de squamcell, on remarque que les deux protéines sont capables
Et les deux mutants sont capables de complémenter ces phénotypes-là. Ça va en roster de contenu français, mais également la présence de potassium transmembranaire au niveau de la couche CCL-DT. Par contre, on a été surpris de constater qu'au niveau de la mortalité, le mutant NRZ5, c'est-à-dire que le mutant qui s'utilise au niveau de l'anticorps microscopique, était le seul à complémenter le phénotype précoce, tandis que le mutant qui s'utilise au niveau de l'anticorps n'avait pas d'effet sur la mortalité. Et donc, sur ces résultats-là, on a fait des conclusions. La première conclusion, c'est que finalement, les phénotypes que nous observons ici, c'est plutôt une conséquence que les causes de la mortalité précoce. Et la deuxième conclusion, c'est que la localisation réticulaire de l'NRZ est indispensable pour sa fonction. Alors, je vous rappelle que le réticulaire endoplasmique, c'est un réservoir important pour les lésions classiques. Et tout simplement, on s'est dit que peut-être qu'on a un problème de calcium intracellulaire. Et donc, pour ça, on a décidé d'analyser un petit peu les niveaux de calcium intracellulaire en utilisant une sonde qui est capable de cibler au calcium et de fluorescer en présence de ces ions-là. Et donc, plus fortement on a de fluorescence, plus la concentration intracellulaire de calcium est élevée. Et donc, ce qu'on peut voir sur ces images-là, c'est que lorsqu'on bloque l'expression d'NRZ, on a une augmentation brusque du calcium intracellulaire de façon semblable lorsqu'on bloque avec un inhibiteur partiel et la capsidergine le rentrée de calcium dans le réticulum. Alors, de même, quand on regarde les capacités des deux mutants à complémenter cette phénotype-là, on remarque que seul NRZ5 est capable de complémenter la sortie de calcium, donc capable d'inhiber la sortie de calcium dans le sposol, tandis que le mutant mutronal n'a pas d'effet sur ce phénotype-là. Et donc, ces observations-là nous ont permis de dire que les problèmes au niveau du calcium se retrouvent probablement au niveau du réticulum endoplasmique. Alors, je vous rappelle qu'au niveau du réticulum endoplasmique, le canal classique IP3 est le canal classique principal par lequel le calcium va sortir. Et donc, on a essayé de voir si on est capable de complémenter le phénotype avec des inhibiteurs d'IP3 récepteurs, de bloquer la sortie du calcium dans le cytosol. Et donc, on a utilisé trois types d'inhibiteurs, 2BB, et pareil, on a encore les CSPGC. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les trois inhibiteurs sont capables de diminuer de façon significative les mortalités. Ce qui montre donc que le phénotype que nous observons est probablement dû à l'augmentation du calcium intracellulaire que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ceci donc nous a suggéré que le protéine NRZ qui s'utilise dans le réticulum pourrait être capable d'interagir avec le canal classique IP3. Et donc pour tester cette hypothèse, nous avons réalisé des expériences de communication avec le protéine NRZ ou encore le canal classique IP3 récepteur. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à la fois donc, les protéines NRZ et également NRZ5 sont tous deux capables d'interagir avec le canal classique IP3. Et de façon intéressante, on a également remarqué que le mutant de NRZ dans lequel on a délité le nom DHK, donc le partie internale, n'est plus capable d'interagir avec le canal classique IP3, ce qui donc suggère que l'interaction entre NRZ et IP3 nécessite la présence de ce domaine DHK. Et ces observations-là ont également une répercussion fonctionnelle, car le mutant delta DHK NRZ5 n'est pas capable de complémenter le phénotype dû à l'imputation de NRZ. Donc jusqu'à présent, nos résultats suggèrent que NRZ est capable d'interagir avec le canal classique IP3 et de contrôler la sortie du calcium dans le cytosol. Alors, comment on peut relier ces observations avec le phénotype que je viens de montrer, c'est-à-dire que l'embryon qui se resserre au niveau de l'équateur et la rupture de l'utérus. En fait, quand on regarde dans la littérature, on remarque qu'au cours du développement, on a une vague calcique très importante qui se forme au niveau de la nage. Au même moment, on a la formation d'un nombre de thymoglobulines. Et donc, on se dit que peut-être que ces vagues calciques sont importantes pour la formation de la dent. Et dans notre cas, une sortie précoce de calcium, une augmentation précoce de calcium intracellulaire, pourrait être à l'origine d'une formation précoce de la l'actinomyosine, donc au niveau de l'équateur, et donc la rupture de l'utérus et la mort de l'embryon.
Et pour tester cette hypothèse, nous avons réalisé tout simplement des expériences de immunomarquage en utilisant ils sont capables de succès uniquement sur la clone polymérisée. Alors, ce qu'on peut voir dans les cas de contrôle, l'anneau d'actinomycine n'est pas présent à 40% du public, mais il est bien présent à 75% du public. Alors, ce qu'on regarde dans le cas des embryons NRZ et bon, cet anneau-là se forme bien plus tôt au niveau de l'équateur et donc explique probablement pourquoi on a cette constriction de la marche et la rupture du gigis. Alors, encore une fois, lorsqu'on s'est retourné vers la littérature, on s'est aperçu que la formation d'un complexe actinomyosine nécessite la phosphorylation de la chaîne légère de l'immunosine 2. Et donc cette phosphorylation, il n'y a pas 36 kinases qui sont capables de phosphoryler, il y en a deux en fait. Il y a la MSCK et il y a 3 ou 4, mais donc deux principales, en tout cas deux qui sont exprimées chez le poisson à ce stade-là, qui est donc les kinases MSCK ou encore les kinases A. Et ce qu'on a voulu déjà regarder, c'est que est-ce que lorsqu'on bloque l'expression de la NRZ, on a une augmentation de la phosphorylation de la musine au niveau de la marche. En fait, c'est le cas. On peut voir sur ce signal-là. On a une augmentation, on a l'apparition d'un signal de phosphomusine, spécifiquement au niveau de la marche, qui se fait beaucoup plus tôt par rapport aux examens de contrôle. Et ici, les examens qui sont au niveau des équateur, on n'a pas du tout de signal de phosphomusine. Alors, donc on a décidé par la suite d'essayer d'évaluer la participation de chacune de ces kinases dans la phosphorylation de la chaîne de phosphomusine. Donc pour ça, on a utilisé deux inhibiteurs différents, le MSC qui va bloquer le MSCK, encore l'inhibiteur Y672 qui va bloquer le kinase 1. Ce qu'on peut voir, c'est que l'inhibiteur MS7, donc lorsqu'on bloque le MSCK, on a une diminution importante de la mortalité qui se confirme en immunomarquage, c'est-à-dire qu'on perd la phosphorylation de la musine au niveau de la marche. Et donc, ça suggère fortement que, dans notre cas, la kinase MSCK est suractivée. Alors, l'activation de MSCK, pareil, il n'y a pas énormément de voies de signalisation. Donc, il y a un qui est calcium dépendant, à savoir, à travers la protéine calmodéline, le calcium intracellulaire qui va se lier sur le calmodéline, l'activer, qui va activer à son tour la MSCK et donc activer la phosphorylation de MSCK. Et donc on a au début décidé de bloquer l'électricité de la calmodéline avec un antagoniste qui est le presse, et on remarque le même phénotype, c'est-à-dire qu'on perd complètement la phosphorylation de la chaîne légère de la musine au niveau de la marche, ce qui montre donc que probablement dans notre cas, on a une voie qui est calcium, calmodine, MSCK et phosphorylation de la MSCK. Et donc à la suite de ces résultats, on a proposé le modèle suivant, c'est-à-dire que durant le développement embryonnaire, NRZ se utilise au niveau de la mitochondrie, mais également au niveau de la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, NRZ va protéger, va garder la physiologie de la mitochondrie en gardant la potentiel transformation et bloquer la sortie du substance. Quand on regarde au niveau de l'équivalent, NRZ probablement interagit avec TP3 et probablement bloque son activité et donc bloque la sortie du calcium dans le cytosol. Alors, lorsqu'on bloque NRZ avec le morpholimon, on a une sortie importante de calcium, l'activation de la calmodéline, toute la voie que je viens de vous montrer tout à l'heure, et une formation précoce de l'anoactinomyosine, donc la mortalité de l'embryon. Alors, en conclusion, je vais vous montrer donc un premier exemple de la protéine Z qui est non seulement capable de réguler l'apoptose, mais in vivo est capable de réguler un mouvement morphogène calcium dépendant. Alors, je souhaite maintenant passer à une deuxième partie. Donc, la partie sur la découverte d'un nouveau gène de BCE, le BCE, et son rôle dans la phosphorylation pour le développement d'un gène en poisson Z. Alors, le gène BCE, c'est un gène théoriquement divergent qui a été retrouvé non pas simultanément au niveau de la structure primaire, mais simultanément au niveau de la structure secondaire. Et donc, une analyse des USP qui sont présentes dans la donnée a
Alors, TREC, c'est un gène qui est exprimé uniquement chez les poissons télostéens et également chez les grenouilles. Et donc, c'est un gène qui n'est pas présent chez l'homme. Donc, il a disparu au cours de l'évolution. Alors, BCOF a la particularité d'être exprimé un peu partout au cours des développements précoces. Alors, on le retrouve au tout début, donc on retrouve à Saint-Martin, c'est un gène maternel. Et ensuite, on le retrouve dans toutes les cellules. Un peu plus tardivement, le gène BCE est exprimé dans les cellules, donc sur le précurseur pour la formation des muscles de l'homme. Alors, quant à la protéine BCE, c'est un protéine qui a uniquement une utilisation électroréactive. Ici, montré par un microscope cellulaire, ou encore in vivo, toujours sur les extraits d'électronique de l'oculum. En fait, on voit que la protéine BCE se retrouve uniquement dans la fraction microbienne et que son niveau augmente comme celui qu'apparaît par Z au cours de développement. Alors, comme celui-là est également pour la protéine RZ, BCE a 4 domaines de moléculaire avec la présence d'un domaine de H4. Et donc, sur ce critère-là, on peut le classer comme un antibiootique. Néanmoins, lorsqu'on regarde les effets de l'expression de ce gène-là dans la cellule, on remarque qu'en fait, il est capable d'induire la l'apoptose. On peut voir ici que BCE induit l'activation de l'express, mais également on voit qu'il alimente l'énergie. De plus, on a également constaté que BCE n'est pas capable d'induire la l'apoptose tout seul, mais a besoin de la présence de la protéine VAX pour limiter son effet pour autoprotéine. Et sur ce fait, BCE, c'est un protéine atypique de la famille des cellules, de la famille proche de BCE. Alors, bien évidemment, ce qui nous intéresse surtout, c'est quels sont les effets in vivo, en fait, quels sont donc pour ça, on a désigné un mot spécifique, on a montré sur une spécificité. Et on a regardé quel serait le phénotype dû à la validation de BCE. Ce qu'on peut remarquer, c'est un phénotype un peu qui est relativement sévère, qui se manifeste vers 24 heures de développement, donc bien plus tardivement que le point de et qui se traduit par une diminution donc, de l'axe antéro-postérieur, qui est un domaine tout simplement plus court, mais également une déviation de cet axe-là, qui est due à une déviation donc, de la notochorde. Alors, je vous rappelle que la formation de la notochorde, et donc de cet axe antéro-postérieur, dépend des moments de convergence et expansion. Et tout simplement, on s'est intéressé par la suite de voir est-ce que la notation de BCE aurait une conséquence sur ces moments homogènes. Pour ça, on a réalisé des mesures. Donc, une première mesure, c'était de regarder l'avancement, l'extension du développement au cours du développement. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on fait l'expression de la Z, on a une migration des cellules bien moins importante comparée au contrôle. De même, lorsqu'on regarde spécifiquement les cellules mesothermiques qui vont donner la notochorde, on remarque, donc ça c'est avec une sonde spécifique modèle, on remarque qu'on a également une diminution de l'extension de ces cellules vers le corps animal, mais également une diminution de la convergence. Les cellules, en fait, ils sont moins groupées, ils restent beaucoup plus établis. Donc ces résultats-là suggèrent que l'alimentation de BCE provoque des effets au niveau de la migration de convergence et extension. Et donc, pour essayer de visualiser un peu ces choses-là, on a regardé directement au niveau des cellules, en regardant la migration de ces cellules au cours du temps. Alors, ce qu'on peut regarder, donc ça c'est les cellules mesothermales, ce qu'on peut regarder, c'est que dans le cas de contrôle, les cellules migrent de façon dans des patchs, migrent de façon cohérente entre elles, vers le côté dorsal, et côté postérieur. Alors, dans le cas de BCE, ce qu'on peut remarquer, que les cellules migrent de façon beaucoup plus désordonnée. Ils ont un vecteur qui peut même être à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils migrent dans l'autre sens, ils migrent vers le côté ventral. Et donc, ce qui pourrait expliquer des observations que je vais vous montrer au niveau de convergence et extension. Alors, la migration des cellules est strictement dépendante de la modification du cytosquelette. Et donc, on a voulu regarder au niveau de la modification de ce cytosquelette en utilisant une sonde en mutant de la protéine GFP qui est fusionnée avec un peptide capable de se lier uniquement au niveau de l'active luminescente. Ça s'appelle l'AFAC.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté donc, un messager de code pour cette construction-là, en plus du morphonom SQL. Alors, dans le cas de contrôle, ce qu'on peut voir, c'est que donc, ici c'est en faux couleur, c'est-à-dire ce qu'il faut voir, les protosions d'actine sont en vert. Ce qu'on peut voir, c'est que la majorité de ces protosions se font du côté dorso-postérieur, ce qui est logique parce que les cellules doivent avancer de ce côté-là. Alors lorsqu'on regarde le côté de BCWave, ces protosions-là, donc ici c'est un cas où les protosions se forment complètement dans l'autre sens. Et en fait, quand on quantifie un peu sur plusieurs cellules et plusieurs embryons, on se rend compte qu'en fait, les protosions d'actine se forment de façon complètement désordonnée. Donc en fait, les cellules ne savent plus où on doit aller et fait sur place ou bien est enlevé pas correctement. Alors, je vous rappelle que le BCWave c'est une protéine moléculaire et donc on a supposé que les effets que nous voyons sur les cellules vont être dépendants d'un problème au niveau de l'électron. Et donc pour ça, on a réalisé plusieurs paramètres bio, à savoir le potentiel postprandial, toujours avec un petit écart, la production des ROS, donc des espèces d'oxygène, la respiration de l'environnement, ou encore le calcium mitochondrien. Alors, ce qu'on peut voir sur ces images, c'est que ni le potentiel transpondant, ni la production de ROS n'affectaient non plus la respiration de l'embryon. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que dans les embryons BCWave primaux, on a une perte de calcium mitochondrial qui est concomitante avec une augmentation du calcium intracellulaire. Donc, c'est un peu comme le K.NRZ, sauf qu'au lieu d'être localisé uniquement au niveau des couches cellulaires, là, c'est dans toutes les cellules. Alors, on a voulu aller un peu plus au niveau de l'entrée pour voir est-ce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est un vrai pour un défaut de mitochondrial ou bien c'est un effet extra-mitochondrial. Alors, donc je vous rappelle que les cellules se localisent au niveau de l'environnement extra-mitochondrial, donc c'est le cas pour tous les cellules, où se localise le canal vital par lequel transitent les ions calcium. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a purifié des métaux, on a isolé des métaux à partir des embryons qui sont injectés avec le morphonom contrôle ou avec le morphonom BCWave. Et on a regardé, on a analysé leur capacité à pomper du calcium pour mettre dans le milieu. Et donc pour ça, on a utilisé une sonde calcique qui se trouve dans le milieu. Et donc, les diminutions de la fluorescence correspondent à la capacité en méthodie de pomper du calcium de l'extérieur. Et ce qu'on peut voir, c'est que, comparé au contrôle, les embryons BCWave ont un effet effectivement une capacité moins à pomper du calcium. Et lorsqu'on bloque complètement l'activité du canal calcique avec le dénatellage, on a complètement cette inhibition. De façon intéressante, nous avons également montré que la protéine BCWave est capable de se lier directement avec le canal calcique, et ceci également, comme c'est le cas pour NRZ, dépendant de son domaine BH4. Finalement, ce domaine BH4, il est extrêmement important pour les interactions entre les protéines BCW et les autres protéines qui n'appartiennent pas à cette famille. Alors, on ne peut pas, dans le 300Z, on ne peut pas invalider le gène vital, déjà parce qu'il y a il y a 3 paralogues chez le 300Z, et en plus, le canal vital participe également dans le transport d'autres métabolites. Donc, pour étudier spécifiquement les effets de la validation par les calcium dépendants, on a décidé d'invalider le uniportal calcique qui est là-dessus, avec un morphonom spécifique, afin qu'on puisse valider que les observations que nous avons vues sur le point de sensation sont dépendantes du calcium. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que lorsqu'on bloque l'expression de là-dessus, donc en fait on bloque dans le cas de calcium, on phénotopie le phénotype du BCWave, à savoir toujours des problèmes au niveau de la dynamique de cytosquelette d'actine, mais également un phénotype visuel qui est donc la diminution de l'axe inférieur et une déviation de cet axe-là. Ce qui suggère donc, ce qui nous permet en tout cas d'élaborer un modèle qui est le suivant, qui reste bien sûr un peu humain, et que la protéine BCWave qui est mitochondriale est capable d'augmenter la rentrée de calcium au niveau de la mitochondrie et donc capable de circuler ce calcium entre le réticulum et la mitochondrie. Lorsqu'on bloque l'expression de BCWave, on a une augmentation
des calcium intracellulaires avec des défauts de convergence et d'extension qui vont se manifester un peu plus tard. Alors, en conclusion, sur cette deuxième partie, je vais montrer le gène BCL qui est en nouveau molécule de la famille BCL2, exprimé durant la précoce, qui est un gène mitochondrial capable de réguler la formation de l'eurocorps et donc de la formation de l'axe intellectuel via une régulation de l'entrée du calcium au niveau de l'autonomie. Alors, à partir de ces deux exemples, on peut se poser une question archéologique, finalement, à quoi ça sert de perturber ce but? Je ne pense pas que je peux apporter les réponses aujourd'hui, mais en tout cas, en ce qui concerne l'NRZ et BCL, on peut dire que ces deux gènes qui sont capables de réguler la glucose et que, in vivo, ces gènes-là sont surtout importants pour la régulation de la dynamique du calcium. En effet, ce qu'on peut voir, c'est que les NRZ et BCE ont un effet synergique sur le calcium et surtout sur le calcium intracellulaire. À savoir que les NRZ va bloquer l'augmentation du calcium intracellulaire à travers le calcium récepteur et la BCE va augmenter l'entrée du calcium au niveau de l'activité, donc toujours diminuer ce calcium intracellulaire. En effet, le calcium intracellulaire, c'est un second messager qui est utile dans beaucoup de cas, donc il peut être néfaste pour les moments morphogènes, et donc une régulation fine de calcium est nécessaire. Alors, maintenant, dans les 5 minutes qui nous restent, je vais présenter rapidement un projet de Diplôme qui porte sur l'étude du virus humain. En fait, en ce qui concerne le virus humain, il faut savoir que le corps humain est composé de une puissance presse humaine qui a à peu près 10 fois plus de bactéries. On a 10 fois plus de bactéries dans notre corps et on a encore 10 fois plus de particules virales. Et en fait, cette masse-là, on peut le retrouver un peu partout, à savoir dans l'intestin, la peau, encore. Et partout les virus sont pathogènes contre l'homme, certains peuvent être complètement symptomatiques. Et donc, le projet de mon postdoc, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer déjà d'étudier la communauté virale présente chez l'homme, dans les conditions de pathologie, de voir est-ce qu'il y a un changement de cette communauté virale au cours des pathologies qui ne sont pas virales, et également caractériser des nouveaux virus. Alors, en virologie, en ce qui concerne les projets sur le virus humain, la majorité de ces projets ont été réalisés en utilisant le 0,2. Et donc, virologie la courte, parce qu'en filtre 0,2, on va filtrer une grande partie, donc une partie importante de la communauté virale présentée par le virus G. Donc, ce qui a accru encore plus, accentue encore plus, le gap qu'il y a entre nos connaissances actuelles et les réalités des choses. Et donc l'objectif, c'était, donc, je viens de le dire tout à l'heure, de comprendre tout, on peut retrouver des virus chez l'homme, comprendre les changements de communauté virale au cours de la pathologie, et également trouver des virus émergents. Alors, en ce qui concerne les échantillons, on travaille sur des échantillons. À l'heure actuelle, je me focalise sur un échantillon de sang qui a été obtenu à partir de deux donneurs de sang dans l'établissement français du sang. Donc, c'est des échantillons qui sont filtrés en filtre 0,45. L'ADN a été extrait. Ensuite, en séquençage génomique, par les alternatives, on peut analyser le métagénome et donc essayer de comprendre quelle est l'identité virale chez eux. Alors, en ce qui concerne le sang, les résultats actuels sont les suivants, à savoir que là on retrouve une proportion très importante des annales de virus représentées par des TTV, des différents types de TTV, et nous retrouvons également 333 séquences de séquences qui ont une homologie avec le virus marseillais, avec le virus marseillais qui a été découvert au sein de l'unité. Alors, lorsqu'on regarde la capacité de CS de ces synthés, on constate la formation de l'houmoquine, des séquences élevées. Et lorsqu'on regarde
les ERF, on détecte qu'en fait, il s'agit pour le moment d'un virus qui est différent du Marseille virus, en relative proche. Alors, de façon intéressante, quand on analyse les sérums des donneurs séparément, on constate qu'il n'y a que le donneur de C725 qui est positif pour des séquences de Marseille virus. Et lorsqu'on regarde ce que le sérum de ce donneur, on détecte des particules qui ont la taille, une taille de 150 ml, qui correspond à la taille du Marseille virus. Finalement, un élément très intéressant, c'est que ce donneur-là présente dans son sérum des GGG contre le donneur capable de se lier sur le Marseille virus avec un petit peu élevé, ce qui suggère que l'infection de ce virus chez ce donneur-là a provoqué une réponse immunitaire. Alors, les stratégies pour isoler et produire ce virus sont les suivantes, à savoir, d'un côté, une extraction d'ADN uniquement sur le sérum du donneur de C725, mais également une modification du virus avec des anticorps spécifiques pour ce virus. Donc ensuite, l'ADN a été extrait, amplifié et séquencé par Sonic. Et donc les résultats de ces analyses, enfin, les résultats de ces séquençages sont en cours d'analyse. Alors, par la suite, on a également adopté une deuxième stratégie pour obtenir des particules virales, c'est de rechercher la forme possible de ce nouveau virus. Et donc, on a testé plusieurs modèles, à savoir donc les amides, des sulomènes, encore des sulomènes. En fait, en ce qui concerne les amides, les expériences préliminaires ont montré que ce virus n'est pas capable d'attaquer les écartomètres proliférateurs. En ce qui concerne les cellules humaines, on s'est focalisé principalement sur les cellules du sang, et que le PHP1, macrophage, encore du PHP. Et on a également décidé de travailler sur des séquences avec les cellules de poisson, car Marseille virus présente certaines similarités avec les iridovirus, qui sont des virus capables d'infecter des insectes encore des poissons. Alors, très rapidement sur les résultats capillaires, donc ici en microscopie confolocale, lorsqu'on manipule le sérum de ce donneur sur des cellules PHP1 ou encore sur des cellules de C636, en effet, on observe des cellules qui sont beaucoup plus actives, ce qui suggère une probable infection. Néanmoins, ces résultats sont il faut être confirmés, ils sont en cours d'être confirmés par d'autres expériences additionnelles. Alors, juste pour en finir avec le remerciement, je souhaite tout d'abord remercier le professeur Andiaro pour avoir accepté dans son invité pour l'accueil chaleureux du docteur Pascal Guillaume au sein de sa équipe et tout le monde de l'équipe de droit, qui sont toujours là pour m'aider, avec les Lyon avec qui j'ai pu travailler pour les travaux sur le transfert et également tous les collaborateurs. Merci pour votre attention. Je vous reste là pour des questions. Sur la dernière partie, sur la dernière partie, quand tu le détectes en PCR, c'est PCR temps réel? Non, ça c'est un PCR. La question que j'avais derrière, c'est du coup, est-ce que tu as une idée de l'inoculum, la concentration de virus dans le sang? Peut-être pas. Alors, parce que c'est des questions en cascade. Je suis comme les caspases, je marche en cascade. Tu as une idée quand même? Non, en tout cas, une idée quantitativement. Ce que je peux dire, c'est qu'en microscopie électronique, il a été vu pas mal de fois. Donc, c'est un sujet que c'est ça ma question. En fait. Il a été vu dans quoi? Dans le sérum. Oui, dans le sérum. En fait, la question dans le fond que j'avais, la réponse dépend du inoculum. La question que j'avais, c'est si tu fais du fiche ou un truc sur le sang total du patient. Est-ce que tu le détectes que dans le sérum, dans les globules rouges, dans les globules blancs, dans les plaquettes? Alors, j'ai la question. Alors, je dirais pas. Après, je pense pas que attends, je vais juste te poser une question, ça paraît des couillonnades, mais tu es parti de quoi? Qu'est-ce qu'on t'a donné à toi comme prélèvement vraiment? Ce qui a été donné, c'est des poches de sang. Et donc, les poches de sang, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut que tu regardes, parce que les poches de sang, en réalité, quand tu donnes ton sang, je ne sais pas si tu sais, en fait, après, on ne redistribue pas le sang entier. Le sang est fractionné.
Ma question, c'est quelle fraction on t'a donné, parce que peut-être que ça peut te donner d'emblée l'idée, ou pas, mais peut-être que oui, sur tiens, il est plutôt dans les globules rouges, ce truc-là, ou il est libre, ou tiens, il est... Tu vois, il faut que tu regardes. Peut-être qu'on t'a donné sans doute ce qu'on appelle le plus haut érythrocytaire des globules rouges, peut-être. Alors, je ne sais pas. C'était vraiment le sang total. Là, voilà, je peux... Voilà, peut-être c'est Christelle qui va répondre, parce que je n'ai pas participé au travail de l'Allemand, parce que je suis venu un peu tard. Ce que je peux dire, c'est que c'est des proches périmètres, donc je pense que c'était pas quelque chose qu'il voulait se débrasser. Je me donnais juste les cellules. Et moi, j'ai fait par la suite des ultracentrifugations en fleur de césium sur les cellules qui restaient. Et là, j'avais une charge virale qui était bien moins importante par rapport au sérum. Comme s'il était libre dans le sérum. Voilà. Néanmoins, avec le seul bémol, c'est que ça n'a pas été fait en même temps que le sérum. Donc, moi, je ne peux pas certifier que au cours de certains points de synthèse du CAC à peu près, on n'a pas perdu. Sur la première partie, je me souviens plus bien, le gène s'appelle NRZ, c'est ça? NRZ, Michel peut bien présenter. Est-ce que, donc, les vertébrés, mais est-ce que, comme tu parles beaucoup de la mitochondrie, est-ce qu'il y a l'homologue ou pas chez les bactéries, singulièrement chez les bactéries groupe alpha, c'est-à-dire sur ce que l'on pense être la maman des mitochondries il y a quelques, je ne sais pas combien de millions d'années. Tout à l'heure, justement, j'ai discuté avec mes collègues, c'est très difficile de dire. Il y a un article qui a été publié par Pony en 2002, donc il y a déjà 10 ans, dans lequel il a quand même suggéré une provenance des cellules dans les bactéries. Mais après, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle est. C'est bien que tu regardes dans les alpha. Ouais, regarde dans les alpha de bactéries, dont on pense que c'était peut-être l'inscience entre guillemets des mitochondries actuelles des cellules carrées. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il n'y a pas à l'heure actuelle des orthologues connus, mais ce qu'on trouve, c'est surtout certaines toxines qui ont une structure très similaire, je dirais, quasiment homologue, de ces deux. Et il me semble que c'était le toxine qui il y avait un toxine, ça c'est sûr, et ce toxine-là est capable également, comme pour certains bactéries, de créer des trous dans le même donc, je pense que les résultats de Pony sont vraiment justifiés par ces expériences. Une question. Oui, un petit peu par rapport à la première question de Michel. Vous avez utilisé donc le sang, et pourquoi vous avez utilisé le sang? Dans des infections, on a souvent le tropisme est très important. On peut retrouver des infections des cellules épithéliales. On ne va pas retrouver ces virus dans le sang, très très peu, ou de temps en temps au cours de l'infection. Donc pourquoi vous avez sélectionné le sang justement? Alors, moi je pense qu'au début, l'idée c'était pas vraiment de rechercher de nouveaux virus. Je pense que c'était vraiment à tout prix avec le communauté virale dans le sang, ce qui a été fait déjà précédemment par mais voilà, peut-être de façon un peu plus extensive. Après, effectivement, vous avez tout à fait raison que si, par exemple, on trouve sur un virus, oui, peut-être que du coup, ça peut être intéressant de regarder s'il n'infecte pas des cellules épithéliales. Ça, je suis tout à fait. La période extracellulaire du virus est une période qui peut être relativement courte. Le but du virus, c'est de réinfecter, se retrouver à l'intérieur d'une cellule pour se multiplier. Et de temps en temps, on peut avoir... En fait. Pardon? Là, ce n'était pas l'objectif, c'était juste de voir à différents points du corps humain quelle communauté virale on retrouve chez des personnes qui ne sont pas malades. Parce que c'est des poches de sang qui viennent de l'établissement français du sang, Oui. qui sont censés être... Oui, mais ça Dans l'idée que le sang est stérile, c'est complètement faux. Après, pour les virus, c'est pas stérile le virus. Enfin, c'est pas parce qu'un virus va infecter qu'il va être pathogène. Tout à fait. Après, moi je suis en train de question, c'est les affiliés dans le sang. Moi je peux répondre à la question, c'est dans ce cas-là, quelle cellule là tu vas rechercher? Non, mais d'une façon générale, si tu veux, tu peux multiplier tous les choses. Mais
Je pense que le prélèvement de départ est important parce que tu vas avoir une fenêtre de lecture qui sera peut-être restreinte par rapport à ce que tu voulais au départ. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis... Non, mais c'est pas sûr. Si je puis me permettre, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est même pas sûr du tout. La bonne réponse, ça n'est pas sûr du tout. On a dans l'idée, je pense qu'il faut que tu faut qu'on retourne le truc. Ce que tu dis, c'est le schéma classique. C'est si on est malade par un virus, on a une virémie qui dure, qui est fugace. C'est ce que tu dis, qui dure peut-être que quelques heures, ou une journée, ou voilà. Mais là, c'est pas ça ce qu'ils sont en train de faire avec Christelle. C'est dans les sangs des gens qui ont rien du tout. Il ne faut pas oublier que c'est un donneur de sang. Donc c'est a priori quelqu'un qui va cliniquement bien. Enfin, ça comme ça. Peut-être qu'il est malade, mais a priori, quand le médecin qui lui a prélevé le sang l'a vu, il n'avait pas de fièvre, et il ne toussait pas, il n'est pas malade, il ne prenait pas de médicaments, et ainsi de suite. Ça, c'est les critères pour donner le sang. Donc a priori, c'est quelqu'un, quand on le voit, va bien. Et chez ce mec-là, ce qu'ils sont en train de décrire, Forrest Lower, mais à la limite, moi je l'appelle les microbiologie, quand on regarde les vieilles dents, les vieux trucs, les premiers que tu as trouvés, il y en a plein partout. Donc en réalité, ce qu'on commence à voir, c'est que, c'est ce que dit Christelle, il y a une communauté de virus qui se balade dans le sang chez des gens qui vont très très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien, mais tu vois, c'est dans l'autre sens en réalité que ça marche. C'est-à-dire qu'en réalité, là, si on nous prélève tous maintenant, Christelle, elle va tous nous trouver, et un peu de ceci, un peu de cela. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun d'entre nous, probablement peut-être qu'aucun d'entre nous actuellement dans la salle n'a un sang indemne d'aucun virus. On se balade tous avec des virus, c'est pas pour ça qu'on va être malade tout au moins de façon aiguë, peut-être que ça va nous donner des trucs dans 10 ans dans 20 ans, mais voilà. Donc c'est un peu dans le sens. À mon avis, c'est pas dans une perspective première de c'est un truc qui est ce qui est quand même un peu très nouveau. Voilà, enfin, ce que je voulais juste bien éclaircir dans ma tête, c'était de savoir si vous aviez une volonté d'aller vers le virome humain dans sa totalité, ou si vous avez sélectionné d'abord un tissu plutôt qu'un autre, pour pouvoir avoir un regard à un moment donné. On dirait que c'est une deuxième approche. Après, je ne suis pas à réfléchir, mais je suis d'accord que tu prends un homme hier et il essaie de discuter, c'est peut-être le meilleur moyen de trouver. Après, c'est vrai que c'est plus complexe. Mais je suis d'accord que trouver, c'est le meilleur moyen. C'est extraordinaire. En fait, au départ, on voulait voir le virus humain dans sa totalité. C'est pour ça qu'on avait pris N égale 10, histoire d'avoir un panel représentatif, etc. Donc, on a fait 100 pour voir après ça toujours. Et c'est là qu'on a vu que finalement, il y avait des cas particuliers chez des gens apparemment pas malades. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas infectés et qu'ils ne soient pas asymptomatiques. Mais bon, apparemment, cette personne-là est infectée par ce virus-là. Voilà, et puis ça, l'intérêt là, c'est que vraiment dans des lots de sang qui sont destinés à être transférés à des personnes, transfusés à des personnes qui sont normalement, d'un point de vue immunitaire, peut-être avec des réactions immunitaires plus faibles. Quand on est transfusé, en général, c'est qu'on a un problème. On se dit, qu'est-ce que va faire ce virus-là, quoi, est-ce qu'il va rendre malade cette personne-là, etc. Donc bon, le truc là, c'était surtout maintenant de le caractériser, et puis voir aussi qu'on pouvait avoir des virus géants dans le sang. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. La personne s'y est intéressée. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Nicolas, il peut changer, il est passé du développement embryonnaire à la métallurgie. C'est un peu moins les passions, mais... Voilà. Et comme quoi, on peut passer de... À un moment où on est bon, on passe à C'est ok. Merci.